Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de l'interview juridique du mois, émission qui vous est proposée par FDV TV en direct de l'université Jean Moulin Lyon 3. Alors comme vous le savez, elle consiste en l'approfondissement d'un point de droit d'actualité par un spécialiste, et ce mois-ci, eh bien c'est le droit de l'internet qui a retenu notre attention en raison des décisions rendues par la première chambre civile de la Cour de cassation sur la responsabilité des hébergeurs par 3 fois le 17 février 2011 concernant Amen, Dailymotion et Fuzz au regard des contenus mis en ligne. Alors, si la loi numéro 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique a défini les contours du régime de responsabilité de ces personnes, fondé majoritairement finalement sur les contenants et dans une moindre mesure sur les contenus, la jurisprudence a pu parfois laisser entendre que celui-ci était quelque peu altéré, voire peu clair. Alors pour en savoir plus à ce sujet, nous avons sollicité Cédric Manara. Alors vous êtes professeur de droit associé à l'EDEC Business School, vous êtes membre du Legal EDEX, le centre de recherche, c'est l'école de hautes études commerciales, et vous travaillez actuellement en Finlande où vous êtes affilié à l'IPR University Center, l'Institut académique national de recherche en propriété intellectuelle. Alors Cédric Manara, bonjour. Bonjour. Alors merci d'avoir accepté notre invitation. Alors droit de l'internet oblige. Alors nous vous retrouvons en direct de Finlande, donc via le web. Alors merci d'avoir accepté donc cette invitation un petit peu particulière aujourd'hui. Alors l'usage par contre sera maintenu et veut que 3 questions vous soient posées. Alors je commence par celle-ci. Comme le précise la Cour de cassation, pourriez-vous tout d'abord nous rappeler finalement ce qu'est un hébergeur en droit français ? Alors, merci à vous de l'invitation et la faculté de droit virtuel. L'hébergeur, c'est une notion qui a été inventée avec la directive du 8 juin 2000, la directive communautaire sur le commerce électronique. C'est une notion qui visait à créer un régime de responsabilité particulier pour les intermédiaires techniques de l'Internet. Les intermédiaires techniques de l'Internet, c'est un peu comme le domaine public. C'est les facilités que les internautes utilisent pour pouvoir vivre leur vie électronique. Et donc, en fait, l'intermédiaire technique, ça peut être un prestataire de mail, ça peut être une plateforme vidéo, ça peut être une plateforme de blog ou autre. Bref, tous ces ensembles sur lesquels on va, en tant qu'internaute, déposer des contenus et, alors pas uniquement, en tout cas déposer des contenus et pouvoir, en fait, de cette manière, communiquer avec d'autres, mener une activité commerciale ou autre. Et les hébergeurs sont donc des gens dont le métier est d'être le récipiendaire d'informations déposées par des tiers, informations dont on se doute qu'elles ne sont pas forcément toujours régulières. Il se peut que des gens abusent de l'existence de ces systèmes de dépôt pour diffamer, pour enfreindre les règles de la propriété intellectuelle. Et donc, la question s'est posée il y a plus de 10 ans de savoir comment on pouvait sauvegarder le développement d'Internet tout en trouvant un moyen de ne pas en fait nier le principe même de la responsabilité. Donc l'idée c'était d'aménager de façon particulière la responsabilité des hébergeurs en créant un système par lequel les hébergeurs ne sont pas responsables des contenus qui sont stockés chez eux, jusqu'à ce qu'ils aient connaissance, soit par un tiers, soit parce que le contenu est visiblement en fait ou manifestement illicite. Donc c'est dans ce cas, les hébergeurs ont l'obligation de retirer les contenus et s'ils ne le font pas, ils deviennent responsables. Alors dans les arrêts Fuzz et Dailymotion, ainsi qu'Amen, donc les arrêts que vous avez rappelés, la question se posait de savoir ce qu'est un hébergeur, parce que on comprend bien qu'il y a un régime aménagé de responsabilité, donc autrement dit un régime intéressant. Ce régime aménagé, il est fait pour bénéficier aux hébergeurs, mais bien sûr, il fait grincer des dents les ayants droit, ou ceux en fait qui aimeraient que ces hébergeurs s'impliquent plus dans la suppression des contenus, plutôt que de revendiquer la neutralité comme ils le font régulièrement. Et donc, la question qui était posée à la Cour de cassation était de savoir si des hébergeurs qui, comme par exemple Dailymotion, qui ne font pas seulement que stocker des contenus, mais qui les mettent en valeur, mais qui mettent en marge de la publicité, mais qui les organisent par des systèmes de mots-clés ou autres, restent neutres par rapport au contenu. Et donc, en fait, ici, la Cour de cassation va dire, finalement, l'hébergeur, c'est un peu comme une boîte.
Dans cette boîte ouverte à tous, chacun vient déposer des informations, chacun vient déposer des choses, et l'hébergeur a la possibilité de mélanger l'ordre des informations déposées dans la boîte, a la possibilité en fait de les repérer par des étiquettes, a la possibilité de les identifier ou en tout cas de les mettre en valeur, de mettre de la publicité sur la boîte. Il n'en reste pas moins hébergeur. Et à cet égard, donc, la Cour de cassation vient dire que, faute d'intervention sur le contenu lui-même, l'hébergeur reste hébergeur. Oui. Et s'il reste hébergeur, alors il a le droit de bénéficier de ce régime particulier de responsabilité allégée. D'accord, d'accord. Alors vous nous parliez tout à l'heure de la notification des contenus aux hébergeurs. Alors finalement, la Cour de cassation, là aussi, apporte une précision. Alors en cas de contenu illicite, finalement, comment signifier à un hébergeur qu'il doit le retirer ? Alors voilà, on comprend bien que l'intérêt du régime, c'est de pouvoir faire disparaître rapidement des contenus qui sont irréguliers. Donc les ayants droit, finalement, gagnent ici la possibilité de ne pas avoir systématiquement à saisir la justice dès lors que le contenu peut être retiré sur notification. Reste à savoir quelle est la forme que doit revêtir cette notification. Parce qu'il ne suffit pas d'envoyer un mail à la plateforme pour dire j'ai vu quelque chose qui n'allait pas chez vous ou il me semble bien que ce contenu est illicite. La loi a prévu des formes qui obligent à identifier précisément qui l'on est, quel est le contenu sur lequel on revendique des droits ou dont on se plaint, quelle est sa localisation précise. Et la question s'était posée de savoir si un hébergeur devait s'exécuter même quand la notification n'était pas suffisamment claire. Et ici, la Cour de cassation vient dire que le respect de la forme prévue par la loi française transposant la directive, donc la loi que vous avez rappelée sur la confiance dans l'économie numérique, donc l'article 6 prévoit aussi un mécanisme particulier de notification avec un certain nombre de mentions dont la Cour dit désormais qu'elles sont d'ordre public, qu'elles sont obligatoires, que celui qui notifie un contenu doit absolument le respecter de façon stricte, sans quoi sa notification n'a pas de valeur et il ne peut pas revendiquer la suppression du contenu irrégulier. D'accord. Alors, au final, est-ce que vous pourriez simplement nous situer ces décisions dans les défis jurisprudentiels du droit de l'Internet, alors au regard notamment peut-être de la sécurité juridique de ces intermédiaires ? En fait, c'est une décision qui est vraiment bienvenue, cette décision de la Cour de cassation, vraiment bienvenue, mais vraiment trop tardive. On est en 2011 quand la Cour de cassation se prononce, et quand elle le fait, elle ne fait que répéter la loi de 2004 de façon claire et précise. Autrement dit, il a fallu attendre 7 ans pour que la Cour de cassation vienne faire un peu le ménage dans une jurisprudence qui s'était souvent égarée, qui avait parfois condamné des hébergeurs, et rétrospectivement, on peut se rendre compte que ces condamnations n'auraient pas dû intervenir. Et malheureusement, on se rend compte qu'en droit de l'Internet, c'est souvent le cas. Qu'il faut attendre plusieurs années, et plusieurs années dans le droit de l'Internet qui est particulièrement évolutif, c'est extrêmement long, pour avoir des décisions qui enfin rappellent la rigueur juridique. En 2010, on a vu, au mois de mars, la Cour de justice de l'Union européenne dire que le système AdWords de Google ne portait pas atteinte au droit des marques. Il a fallu, là aussi, plus de 7 ans pour arriver à cette décision. Les premiers contentieux s'étaient produits en France en octobre 2003. En matière de nom de domaine, un des vieux contentieux du droit de l'Internet, dès 1996, on a vu tour après tour des juridictions transférer des noms de domaine qui contrefaisaient des marques, jusqu'à ce qu'en décembre 2005, la Cour de cassation vienne rappeler que le droit des marques était un droit spécial et que le transfert d'un nom de domaine ne pouvait intervenir que quand un nom de domaine était utilisé. Et là aussi, rétrospectivement, plusieurs centaines de décisions pouvaient être considérées comme régulières. Donc, cette décision est vraiment bienvenue. Le problème, c'est que justement pour la sécurité juridique des acteurs, elle intervient très tard. Un acteur comme Dailymotion a pu tenir la lutte judiciaire jusque 2011. On aurait pu imaginer aussi qu'il s'effondre faute de moyens pour tenir cette lutte. Et donc c'est là où on voit que peut-être que les mécanismes d'interprétation de la règle ne sont pas adaptés aux besoins des acteurs de l'Internet et donc finalement aux besoins de nous tous internautes. Bon, merci Cédric Manara pour l'ensemble de ces éclaircissements qui ont permis à nos auditeurs et internautes de pouvoir mieux appréhender ces questions. Alors,
pour celles et ceux qui souhaiteraient en savoir davantage, eh bien, il existe votre site internet, cédricmanara.com, et vous êtes également en charge de la rubrique commerce électronique du recueil Dalloz. Alors, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation sur ce plateau virtuel et d'avoir testé pour la première fois ce type d'émission. Quant à moi, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle interview juridique du mois, et d'ici là, n'oubliez pas de laisser libre cours à votre curiosité.